Alors vous m'avez demandé donc de traiter un sujet que j'ai traité à la demande de Raymond il y a 25 ans, ici à Bordeaux. Raymond, tu t'en souviens, j'avais même fait une démonstration de Théo à la place de Benoît Diebold, qui ne s'était pas très bien passé. Et évidemment, on peut se demander d'une part quelle est la raison pour laquelle 25 ans après, il faut réviser ce que l'on a pratiqué pendant de si nombreuses années et surtout voir la perspective, parce que je pense que le passé ne vous intéresse pas et donc je ne vais parler que du présent et surtout de l'avenir. Alors vous le savez, j'espère qu'il y a maintenant un peu plus d'un an, avec ces experts, nous avons donc publié à la demande de l'EACVI des recommandations et je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire cette diapositive pour vous dire que ce qui m'a personnellement, je crois que Erwan n'est pas là, traumatisé, c'est les 9 reviewers avec les 5 révisions. Le reste, je vous en fais grâce pour les chiffres. Et un jour, j'ai appelé Erwan pour dire « Erwan, j'arrête là, je retire le texte. » Je n'en pouvais plus. Les remarques étaient toujours évidemment pertinentes. Alors, je vais essayer, non pas de vous répéter ce qui est dans ce texte, mais plutôt de mettre à jour le texte que nous avons publié il y a un an, certes, mais qui a été écrit donc il y a un peu plus d'un an. Alors, comme d'habitude, je vais faire un survol à très haute altitude de ce qui concerne vraiment la détection par l'imagerie des sources potentielles d'infarctus cérébral ou d'embolie artérielle. Alors vous le savez, depuis de nombreuses années, nous avons tendance à distinguer les sources en fonction du lien d'imputabilité qu'il y a avec l'événement embolique artériel. Et puis j'ai introduit une notion, évidemment, que l'on a évidemment aussi inclus dans nos recommandations concernant cette nouvelle entité de l'infarctus de cause indéterminée. Le paysage, vous le connaissez, puisque vous avez la même pratique que nous, de neurocardiovasculaire. Face à un accident ischémique cérébral, je ne vais absolument pas évoquer bien sûr les accidents hémorragiques, il y a donc dans à peu près 1 cas sur 5 une cause cardio-embolique et vous le savez, dans à peu près 25 à 30% des cas, l'infarctus est considéré comme cryptogénique. Je ne vais pas vous demander de vous transformer en neurologue vasculaire, mais enfin, vous savez que dans les scores d'évaluation de la probabilité du risque d'événement ischémique cérébral de cause indéterminée, il y a donc une approche morphologique à partir de l'analyse de la sémiologie en IRM ou en scanner, permettant de reconnaître une certaine probabilité que l'infarctus soit d'origine cardio-embolique. Vous le savez, c'est essentiellement le caractère multiple des infarctus, la survenue donc brutale et le caractère sous-cortical ou cortical, mais pas profond, en tout cas, ce ne sont pas des infarctus lacunaires. Et donc, assez naturellement, les infarctus cryptogéniques, c'est-à-dire sans cause déterminée, sont donc ceux que je vous ai décrits dans à peu près 1/3 des cas. Alors, soit vous les considérez comme cryptogéniques parce que l'investigation n'a pas été imposée et donc l'investigateur a éventuellement fait des examens complémentaires, soit vous adoptez le nouveau concept que je vais critiquer à la fin de mon exposé, qui est l'infarctus cérébral présumé d'origine cardio-embolique. Alors pourquoi ? Parce qu'il est considéré depuis très longtemps que la majorité des infarctus de cause indéterminée sont cardio-emboliques. Alors bien sûr, on va parler tout à l'heure de la cardiopathie atriale pour essayer d'approcher cette notion d'une vulnérabilité atriale dont la forme extrême est la fibrillation atriale. Mais là, au moins, Robert Hart, dans son travail, avait pris la précaution d'éliminer au moins les infarctus lacunaires et également les sténoses proximales athéroscléreuses. Et il se donnait les moyens par une échographie transthoracique, mais pas d'échographie œsophagienne, on va en parler tout à l'heure, de caractériser l'infarctus cérébral. Et donc, à côté de cette idée qui est un concept, vous l'avez compris au départ, que Robert Hart a critiqué lui-même quelques années après, je vous en parlerai au terme de mon exposé, on a donc ce groupe de patients que l'on va donc appeler cryptogéniques, mais ça inclut les infarctus de cause présumée cardio-embolique. Mais quand vous regardez la liste, vous êtes un peu frappé parce que vous trouvez des sources d'infarctus cérébral que vous auriez pu considérer naturellement comme cardio-emboliques. Et donc, toute la littérature neurovasculaire décrit en permanence le profil clinique, les facteurs de risque et la sémiologie d'imagerie de ces patients en éprouvant quelques difficultés
à distinguer le cardio-embolique du cryptogénique présumé d'origine cardio-embolique. Vous reconnaissez par exemple ce qui nous est cher avec Pierre Amarenko, qui est l'athéromortique dont je vous ai parlé pendant de si nombreuses années. Vous retrouvez les embolies paradoxales, dont je vous dirai un mot tout à l'heure, et puis toutes les sources mineures qu'on va rapidement discuter tout à l'heure, très rapidement, je vous rassure. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est lié au cancer. Tout à l'heure, vous en avez beaucoup parlé avec Stéphane. Et enfin, il y a cette entité qui a été décrite par Robert Hart comme étant la fibrillation paroxystique, mais vous allez voir comment il a changé sa perspective. Alors l'échographie œsophagienne, c'est une diapo que j'ai mise à jour mais qui est maintenant ancienne. Dans cette méta-analyse, vous voyez que l'échographie œsophagienne a une performance diagnostique inégalée dans la détection des sources d'infarctus cérébral. Vous voyez, ça concerne aussi bien la pathologie de la cloison interatriale que l'athéromortique ou que la présence de thrombose intracavitaire, même si la prévalence est faible en rythme sinusal. Et si on prend les sujets jeunes, c'est moins de 50 ans, j'aurais bien aimé que ce soit plutôt 65 ans, mais enfin, c'est la réalité. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence pour ce qui concerne la prévalence en fonction de l'âge pour la pathologie de la cloison interatriale selon donc ce critère. Par contre, vous voyez que le foramen isolé est beaucoup plus prévalent, ce qui est différent par exemple des foramens larges ou de l'anévrisme associé au foramen, ce qui interroge, comme on dit maintenant dans le langage trivial, parce que vous et moi, nous sommes persuadés intimement que le foramen ovale perméable isolé, je l'ai également traité ici à Bordeaux et ailleurs, probablement n'est pas une source d'infarctus cérébral. Il faut qu'il y ait d'autres facteurs associés pour que le foramen ovale perméable soit responsable de l'infarctus. On en dira un mot. Je ne vais pas détailler, bien sûr, les sources majeures, parce que vous imaginez, il me faudrait quasiment les 3 jours de Bordeaux consacrés à cette thématique. Je vous ai listé ici ce que l'on a mis en avant dans le texte des recommandations, et j'ai pris quelques exemples, et surtout, j'ai mis à jour certaines données. Alors d'abord, regardons ensemble quelle est la prévalence des sources d'embolie dans le papier de Katsanos. Vous voyez les chiffres que je vous ai rappelés tout à l'heure, mais je voulais vous montrer les intervalles de confiance pour vous dire que vous voyez que ces taux de prévalence, par exemple 3% pour le thrombus atrial, vous voyez que c'est probablement autour de 1% plutôt, et encore. Et tout à l'heure, j'aurais besoin de cette notion pour essayer d'illustrer la dysfonction atriale qui pourrait être donc à l'origine d'un infarctus cérébral en amont de l'apparition de l'AFA. Et puis pour le reste, vous reconnaissez les taux de prévalence que vous avez en tête. Par exemple, l'athéromortique, dans 14% des cas, vous voyez que ça correspond, en tout cas dans la forme complexe, c'est-à-dire plus de 4 mm avec ulcération ou élément mobile, ça correspond à ce qu'on a rapporté il y a maintenant 20 ans avec Pierre Amarenko. Alors des exemples pour vous détendre, mais aussi pour vous faire réfléchir avec moi. Ici, personne ne discute le diagnostic, évidemment. Et là, ce qui m'a intéressé dans cette image, c'est ce qu'on essaye de caractériser aujourd'hui, c'est-à-dire un certain degré de dysfonction atriale, et avec, si possible, la description des facteurs favorisants de la stase atriale. Ici, vous voyez un thrombus en formation sur un thrombus préexistant probablement, mais en gros, est-ce que l'on peut considérer que le marqueur, qui est la présence de contraste spontané dans l'oreille et dans l'auricule gauche, est-ce que ça permettrait de résumer une partie du risque thromboembolique artériel et donc d'essayer d'intervenir avant l'apparition de la thrombose? Alors, heureusement, dans les endocardites infectieuses, la comparaison de la prévalence et donc de la performance des différents examens est en faveur en grande partie de l'échographie œsophagienne. Ici, je vous ai mis cette méta-analyse qui montre que le TO fait mieux que le scanner pour la détection des végétations, mais fait moins bien dans la détection des atteintes périannulaires, abcès ou pseudo-abcès, et fait vraiment beaucoup moins bien le scanner que le TO pour les perforations valvulaires, mais par contre, il n'y a pas de différence significative pour les fistules. Donc vous voyez que il ne s'agit pas d'abandonner une méthode comme l'échographie œsophagienne qui peut être considérée encore comme la référence, y compris dans ce contexte, mais il ne faut pas négliger l'apport, bien sûr, du scanner dans cette perspective. Et puis l'athéromortique, évidemment, l'échographie œsophagienne a une précision temporelle
et spatiale tellement exceptionnelle qu'il est pratiquement impossible d'approcher. Alors, le thrombus, je reconnais qu'on peut le voir, mais voyez ici, par exemple, en 3D, cette approche de la morphologie de la plaque d'athérome avec des éléments mobiles, sessiles, pas d'éléments pédiculés, et avec ces éléments différents d'âge de la thrombose intraluminale au sein donc d'une paroi aortique également pathologique. Donc vous voyez, bien sûr qu'on a essayé avec ici le travail de Nadia Ben Younes, mais il y a eu d'autres travaux derrière, de comparer le scanner à l'ETO de référence. Ici, le scanner, mais ça aurait pu être l'IRM, hein, bien sûr, pour essayer donc de décrire l'athérome aortique à risque. Et vous voyez que c'est vrai que lorsque l'on compare à l'ETO, l'angiographie scanner, donc le scanner avec injection, fait bien en spécificité, mais ne fait pas bien du tout en sensibilité. Et donc, on ne peut pas considérer que ça puisse être une alternative pour le diagnostic d'athérome aortique. L'IRM, là encore, je ne vais pas passer beaucoup de temps parce que la littérature est assez pauvre, mais dans quelques instants, je vous montrerai une revue des littératures globales sur l'apport comparatif de l'imagerie en coupe par rapport au scanner. Mais vous voyez que l'on peut quand même caractériser l'athérome avec donc différents stades, comme nous l'avions rapporté. Ici, c'est ce qui a été pris par Verhoeven comme référence, mais d'autres collègues ont choisi d'autres références. L'avenir ou le présent, d'ailleurs, c'est un topo que j'ai fait devant Archid Azarine il y a quelques semaines où il m'a beaucoup argumenté. L'avenir, c'est quand même de pouvoir caractériser en IRM de flux les anomalies, donc, entre guillemets, rhéologiques intraluminelles, qui permettrait d'expliquer, entre autres, cette notion que vous avez et que pour mon compte, je l'avais balayé pendant quelques années, c'est que l'athérome qui est localisé dans l'ordre descendante est aussi peut-être en tout cas en transversal, un témoin du risque d'événements vasculaires, probablement par le fait que les turbulences de l'ordre thoracique descendante peuvent donc être transmises en amont sur la crosse aortique. Ici, vous voyez que pour les patients qui ont un AVC, la prévalence de l'athérome de l'ordre descendante est significativement plus élevée par rapport à des témoins, mais par contre, et ça c'est très important pour décrire un lien d'imputabilité, par contre, dans les infarctus cryptogéniques, il n'y a pas de différence. Donc ça veut dire que l'on ne peut pas considérer l'athérome de l'ordre descendante comme une source potentielle d'infarctus, mais simplement comme un marqueur du risque. Pour les sources mineures d'embolie, là aussi je vais aller très vite, vous les connaissez, c'est essentiellement les anomalies de la cloison interatriale. Alors évidemment, on ne peut que vous montrer des histoires de chasse. Ici, je vous ai montré donc un exemple donc, de thrombus à cheval, pas du tout pour vous impressionner, vous en avez tous vu, mais parce que je me suis posé la question suivante. Quand j'ai fait ce topo avec Jean-Louis Mas il y a quelques semaines, bien sûr, j'ai montré ces images pour lui dire, écoute Jean-Louis, le mécanisme d'embolie paradoxale est un mécanisme qu'il faut mettre en avant dans le risque d'infarctus cérébral chez un patient qui a un foramen et ou un anévrisme. Mais est-ce que tu y crois vraiment ? Est-ce que tu crois vraiment que les embolies paradoxales, ça existe dans le monde réel, eu égard à la prévalence extrêmement élevée du foramen perméable, 50% dans les AVC cryptogéniques de moins de 55 ans et 25% dans la population générale ? Alors, j'ai été sauvé par ce papier. Vous voyez, c'est un papier que n'avait pas vu Jean-Louis Mas, qui m'a sauvé la vie, hein, vraiment pour la controverse. Et dans ce papier, il y a ce que vous voyez comme moi, de temps en temps, mais qu'on montre au staff, mais qu'on n'arrive pas vraiment à caractériser, c'est les thrombus in situ dans le septum interatrial, surtout, vous savez, dans les fameux atrial septal pouch de nos collègues anglo-saxons. Et vous voyez que dans ce travail, c'est vrai que c'est un travail vraiment de petite taille, vous voyez 11 AVC avec une exploration, donc par une technique de visualisation de la lumière artérielle un peu sophistiquée, c'est de l'OCT, mais alors vous voyez, appliqué à la cloison interatriale, vous voyez qu'il y a des thrombies in situ qui peuvent expliquer l'embolie pas forcément paradoxale, puisque l'embolie peut être du bon côté, de l'expression de l'oreillette gauche et donc être la source d'un infarctus cérébral favorisé par l'anomalie de la cloison. Et en quelque sorte, vous voyez, ça nous permettait de raccorder une notion qu'on avait décrite avec Pierre Amarenko il y a de nombreuses années, c'est que la vulnérabilité atriale, explorée par stimulation atriale, n'est pas normale chez les patients qui ont une pathologie de la cloison interatriale. Nous l'avons publié.
Alors je voulais quand même, parmi mes éminents collègues échographistes, vous faire réfléchir avec moi. Quand vous allez donc interpréter cette littérature et ces données concernant la fermeture du foramen chez des patients qui ont un AVC de cause indéterminée, gardez bien présent à l'esprit que les études de la littérature n'ont pas la même définition du PFO large, puisque vous voyez, certains le mesurent, d'autres comptent les bulles et les différencient à 5 près, d'autres ne parlent que de foramen à haut risque. Et n'oubliez pas également, dans cette méta-analyse, vous voyez, il y a 4 méta-analyses qui ont été faites par Mojadi, vous voyez que dans les techniques, bien sûr, le TT a une sensibilité qui est inacceptable, mais vous voyez que le TO fait, heureusement, aussi bien, ou presque, que le transcrânien. Et donc, j'ai regardé le transcrânien dans cette autre méta-analyse, et vous voyez que le transcrânien fait mieux qu'au moins le TT, si le TO est pris comme référence. Pourquoi est-ce que je décris cela? Parce que vous verrez que dans l'algorithme qui va conclure mon topo dans quelques minutes, on a inclus donc dans les recommandations le fait qu'il ne fallait pas abandonner le transcrânien lorsque le TT avec contraste est négatif et qu'il y a une interrogation sur le TO. Peut-être que le transcrânien peut rattraper certains patients que l'on aurait omis. Et donc, dans la littérature maintenant thérapeutique, vous le savez, la fermeture du foramen ovale perméable réduit donc le risque d'événement ischémique cérébral lorsque le comparateur est l'antiplaquettaire, pas lorsque le comparateur est un antithrombotique. D'où l'étude Closure 2 que coordonne actuellement Jean-Louis Mas, qui veut vraiment tester l'hypothèse que le traitement anticoagulant empirique, à cause de ce que je vous ai montré, la thrombose in situ, ne ferait pas aussi bien qu'une fermeture. Et n'oubliez pas, dans cette autre méta-analyse, le surrisque de fibrillation atriale. Vous voyez, en quelque sorte, on a réussi à construire une histoire. Tout à l'heure, je vous ai dit que la vulnérabilité atriale n'était pas normale dans la pathologie de la cloison interatriale. Et là, vous voyez qu'au décours d'une procédure de fermeture de la cloison interatriale avec une prothèse, vous voyez qu'on déclenche des fibrillations atriales avec une prévalence qui n'est pas nulle, vous le voyez, et avec une histoire naturelle, certes, qui est plutôt rassurante, mais qui n'est pas complètement connue. Comme si il y avait un certain degré de cardiomyopathie atriale aussi chez ces patients. Eh bien, alors, est-ce qu'on peut faire le choix entre une technique d'imagerie? C'est ce que je vais essayer de vous montrer là très rapidement. Donc, vous voyez, j'ai fait une revue de la littérature avec l'aide de Laurissula Dufour pour essayer de comparer par rapport au comparateur de référence, le TO, le scanner et l'IRM. Et vous voyez que ce sont des séries de toute petite taille qui permettent simplement de dire que ces méthodes d'imagerie alternatives comparées à l'ETO peuvent détecter des sources cardiaques d'embolie, éventuellement non vues, on va le voir dans un instant, mais en aucune manière ne peuvent se substituer à l'approche échographique. Pardon pour ces 4 diapos un peu chargés, mais je voulais simplement vous montrer que la littérature aujourd'hui méta-analysée permet vraiment d'avoir des idées simples sur quel examen faire en fonction de la pathologie suspectée. Donc voilà des patients qui ne sont pas des AVC, et vous voyez que de façon indiscutable, le thrombus VG est beaucoup mieux détecté en IRM par rapport à l'échographie. Vous le saviez avant de venir là, ça n'était pas la peine de vous déplacer pour moi. Par contre, il n'y a aucune différence pour les autres sources. Végétation valvulaire, foramen ovale perméable, thrombus dans l'oreillette ou dans l'auricule gauche, thrombus dans le ventricule gauche. Et là, j'ai pris donc les patients avec AVC cette fois-ci. Pas de différence non plus pour ces différentes causes potentielles, sauf pour le foramen ovale perméable, où vous voyez que l'échographie, fait mieux que l'IRM. Donc vous voyez, on pourrait finalement retenir de cette méta-analyse qu'il n'y a pas de discussion quand il y a une suspicion de thrombose VG, l'IRM est vraiment la référence, en tout cas dans cette méta-analyse, et que pour le foramen ovale perméable, vraiment il n'y a pas de discussion, surtout chez les patients qui ont un AVC, l'examen de première intention reste l'échographie. Alors je vous ai fait ce tableau en 2 parties que je ne vais pas détailler, qui est dans les recommandations dans les suppléments, pour vous dire qu'on a essayé de mettre un poids relatif pour chacune des méthodes en fonction de l'interrogation, mais cela, je ne veux pas trop le détailler. Et je voudrais terminer, si vous voulez bien, sur le dernier concept, qui est la cardiomyopathie atriale. Tout à l'heure, je vous ai dit que peut-être que dans les concepts physiopathologiques, il y avait une part de génie de la part de celui qui a conçu le concept, et peut-être qu'il y a une part de démarche marketing.
Alors rappelez-vous l'ambiance. En 2014, ce sont donc les essais de prévention primaire dans la fibrillation atriale. Et on montre que les anticoagulants oraux directs réduisent le risque d'événements ischémiques cérébrales sans surrisque hémorragique par rapport au référent qui est le traitement anticoagulant oral. Et assez naturellement, la réduction drastique du risque d'infarctus hémorragique fait réfléchir les neurologues et se disent mais est-ce qu'on ne pourrait pas également traiter ces fameux infarctus cryptogéniques pour lesquels on n'a pas de traitement alors même qu'on sait que le risque de récurrence est élevé. C'est pour ça que je parle d'un éventuel concept marketing, puisqu'on avait les AOD avec une bonne tolérance, une bonne observance et une bonne efficacité. Et donc c'est pour ça que Robert Hart a démarré l'étude Navigate-ESUS à ce moment-là, et que parallèlement l'étude Respect-ESUS a été démarrée, avec cette idée que le traitement anticoagulant oral post-AVC pouvait prévenir les infarctus cryptogéniques liés de façon présumée à un risque embolique. Voici donc le concept. Finalement, on ne va pas le détailler parce que ça mériterait là encore de passer l'après-midi dessus, mais enfin, on a cette idée qu'il y a un certain nombre de facteurs de prédisposition à une dysfonction atriale décrite comme une anomalie de la géométrie, de l'anatomie et ou de la fonction atriale, qui inclut l'auricule gauche, mais également l'oreillette et l'auricule droit, ne les oubliez jamais. Et on peut imaginer que, bien sûr que la FA arrivant de façon assez tardive dans l'histoire naturelle de cette dysfonction atriale, il serait intéressant de faire le diagnostic de dysfonction atriale en amont de l'apparition de la fibrillation atriale. Je vous ai mis des petits schémas physiopathologiques que je ne commente pas, mais pour vous dire qu'il y a un substrat quand même physiologique et anatomo-histologique en faveur de ce concept. Alors, en reprenant la littérature que j'ai encore complétée tout à l'heure dans le train, il n'y a pas grand-chose pour vous donner des informations fiables sur comment la caractériser, cette cardiomyopathie atriale, pour nous, morphologistes. Bien sûr, j'ai mis de côté l'électrocardiogramme et j'ai mis de côté aussi les biomarqueurs, c'est un autre sujet. Donc, vous voyez que, assez normalement, on peut mettre en évidence une modification de la géométrie ou de la taille de l'oreillette. Donc vous voyez ici, c'est montré à la fois dans le diamètre antéro-postérieur et pour le volume indexé. On peut également mettre en évidence des anomalies en IRM qui caractériseraient peut-être la dysfonction atriale en amont même de l'apparition de la modification de la géométrie que l'on appelle remodelage, par exemple par de la fibrose. Donc vous voyez qu'on arrive à détecter une fibrose de façon précoce chez les patients qui ont présenté un ESUS, puisque c'est bien le sujet, un infarctus de cause indéterminée. Et puis il y a plusieurs papiers qui ont montré que la morphologie de l'auricule gauche pouvait être un prédicteur, ou en tout cas un aspect qui pouvait être en faveur d'un risque thromboembolique artériel majoré, et c'est la fameuse morphologie donc qui n'est pas en aile de poule. Donc vous voyez qu'on a des données éventuellement pour caractériser une modification de la géométrie et ou de la fonction. Alors je vous propose cet algorithme que j'ai un peu modifié. Je ne vais pas le détailler, mais retenez simplement que les électrophysiologistes ont des paramètres qui sont donc dérivés d'analyse de l'électrocardiogramme, en particulier de l'onde P, qui est anormale, en particulier la partie terminale négative de l'onde P qui est prolongée, mais ça, vous le savez, ça définit l'hypertrophie atriale gauche. Et puis il y a des données échographiques et des données en IRM qui permettent de caractériser donc les anomalies soit de l'anatomie, soit de la fonction de l'oreillette. Je vous ai énuméré tout ce qui a été publié dans la littérature et que je tiens à votre disposition. Donc ça, ce serait en quelque sorte la première couche de votre millefeuille. Et puis après, vous auriez une deuxième couche qui serait une stratification complémentaire de cette cardiopathie atriale au travers d'un certain nombre de facteurs prédisposants ou précipitants, dont les maladies du muscle, l'amylose, l'insuffisance cardiaque et tous les facteurs qui interfèrent avec l'anatomie et la fonction atriale. Et enfin, donc, il y aurait un certain nombre de marqueurs assez fins, alors bien sûr de l'inflammation, mais également de la fibrose, mais également du remodelage qui pourrait permettre finalement de caractériser cette cardiopathie atriale en amont de l'apparition donc de l'atteinte intrinsèque de la fonction atriale manifestée par la fibrillation atriale. Alors j'ai été un peu long, donc là je vais conclure si vous voulez bien. Dans l'approche de Robert Hart, vous voyez, c'est le mérite quand même de ces grands cerveaux. Ici, c'est Hans Diener qui a signé ce papier, mais vous avez reconnu Robert Hart derrière. Vous voyez, il a révisé, on ne va pas regarder tout le détail, il a révisé cette notion
d'ESUS, il s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème avec le foramen ovale perméable, on ne pouvait pas le mettre dans un ESUS, il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas négliger le monitorage de l'électrocardiogramme pour rechercher une fibrillation atriale, il a compris, et il a compris également qu'il y a évidemment cardiopathie atriale et cardiopathie atriale que l'on pourrait détecter avec telle ou telle approche non invasive. Alors, je ne vais pas vous quitter sans vous dire que l'avenir ou le présent, c'est cette caractérisation de la dysfonction atriale. Ici, voici un exemple d'un paramètre qui est donc une fraction de vidange de l'oreillette gauche. Ça aurait pu être le strain de l'oreillette gauche, mais j'ai pris le papier le plus convaincant. Vous voyez que c'est quand même bien corrélé au risque d'AVC, c'est-à-dire qu'on peut montrer qu'une dysfonction atriale précoce peut être un bon prédicteur de l'événement cérébrovasculaire indépendamment de la fibrillation atriale. Et puis, n'oubliez pas que même dans ESUS, l'oreillette est pathologique. Vous voyez que dans l'étude Navigate ESUS, les patients qui ont eu du rivaroxaban parce qu'ils avaient fait un AVC, mais ils avaient aussi une dilatation de l'oreillette gauche, ont bénéficié du traitement. Donc ça veut bien dire qu'on ne peut pas parler d'ESUS comme ça en général, il faut vraiment mieux les caractériser et donc affiner cette approche. Je vous montre également ce papier que j'ai découvert dans le train où il est démontré dans Navigate ESUS aussi que les patients qui ont une dysfonction VG inclus dans ESUS Navigate bénéficient du traitement anticoagulant. Donc vous voyez qu'il ne faut pas jeter le concept brutalement en disant que les anticoagulants, ça ne marche pas. Il faut simplement mieux caractériser ce groupe de patients ESUS et donc on peut les y aider. Et donc la conclusion qu'on avait mise dans les recommandations, je vais vous la mettre entièrement parce qu'on ne va pas trop la commenter, si ce n'est quand même pour vous dire que si vraiment on est dans la situation d'une échographie normale par voie transthoracique en rythme sinusal et que donc le patient a un infarctus réputé cryptogénique, c'est clair qu'aujourd'hui le monitorage peut se discuter, mais en aucune manière devenir systématique. Ça vous obligera à m'inviter l'année prochaine. Je vous remercie infiniment.